Le président de la République a accordé des audiences ce mardi à l'ambassadeur des États-Unis, au président de la BOAD et au président de la commission de l'UEMOA. L'invité de ce 20h. Les candidats au CEP ont composé aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale était à Dabou pour les encourager. Le ministre de la Défense lance une vaste opération de recensement des ex-combattants. Le ministre Kofi Paul sera sur notre plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h. 428 778 élèves ont affronté aujourd'hui le concours d'entrée en 6e et l'examen du CEP. Cela marque le début des examens à grand tirage. Et pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves, le ministre de l'Éducation nationale a effectué une tournée dans les centres d'examen dans le département de Dabou. Mamadou Kouassi, Abou Sanogo, reportage. C'est par le groupe scolaire Yassé de Dabou que la ministre de l'Éducation nationale a entamé sa tournée dans les centres d'examen. Kandia Kamara est allé soutenir et encourager les candidats au concours d'entrée en 6e et à l'examen du CEPE. Ce n'est pas difficile. Ceux qui vont corriger aussi seront très gentils. Donc, n'ayez pas peur. C'est bien compris. D'accord. Je vous souhaite bonne chance. Je souhaite que vous soyez tous admis à votre examen. Après le groupe scolaire Yassé, cap sur l'école méthodiste et les villages de Boubouri, de Mopayem et de Toupa. Le constat est partout le même. Concentration et calme, avec la présence de la quasi-totalité des candidats et des surveillants. Les candidats se disent confiants. Je dis à mes parents de préparer mes kakis d'entrée en 6e et mon sac et tous les effets si personnels. Le sujet est abondant. Si Dieu le veut, je vais réussir mon entrée en 6e. Je cite les symboles de l'État ivoirien. Je suis sûr d'avoir mon examen. Nous voulons rassurer Madame la ministre de faire 100%. La ministre de l'Éducation nationale a pu constater le bon déroulement des épreuves avec une présence de forces de l'ordre. Elle invite tous les acteurs et partenaires à s'investir pour la réussite de tous les examens de fin d'année. Cette année, les enseignants ont mis un point d'honneur à achever véritablement les programmes. Ce que je demande simplement à tous les candidats de Côte d'Ivoire, vraiment, c'est de continuer de se préparer, de réviser les leçons, de faire beaucoup d'exercices et puis de se préparer psychologiquement. Cette année, ils sont au total 432 919 candidats qui partent à l'assaut du concours d'entrée à 6e et à l'examen du CEPE. Les résultats sont attendus le mercredi 18 juillet prochain. À l'instar des autres villes du pays, les candidats à l'examen d'entrée en 6e et du CEP dans la région de Bouaké ont affronté les épreuves écrites. Aucun incident n'a été signalé, mais les candidats ont composé assis par deux sur les bancs. Le constat de Charles Tatou. 24 769 écoliers. C'est le nombre des candidats enregistrés pour l'ensemble des établissements primaires publics et privés des deux directions régionales de l'éducation nationale de Bouaké. Comme les écoliers des autres villes du pays, ces candidats, tôt le matin, ont pris d'assaut leurs centres respectifs d'examen pour affronter les épreuves de l'entrée en 6e et du CEP. L'EPP IRDO a servi de cadre au lancement officiel des épreuves écrites pour la ville de Bouaké. Responsables locaux du système éducatif ont exhorté les élèves et les examinateurs à plus de responsabilité et de rigueur. L'année dernière, le taux était de 56%. C'était une baisse que nous avons déplorée. Eh bien, cette année, étant donné que toutes les conditions de réussite sont réunies, nous comptons remonter jusqu'à 70, voire 80%, pourquoi pas. Au total, 56 centres aménagés ont accueilli les candidats. À l'EPP Coco 3, tout comme à l'EPP Brobo, les élèves affichent une sérénité pour les premières épreuves de la matinée. J'ai trouvé les épreuves faciles et je suppose que j'aurai de bonnes notes. Les sujets que nous ont donnés à l'examen, on a vu beaucoup de sujets en classe là-bas. Je pense que je ne vais pas avoir ma moyenne. Cependant, on déplore le manque de tables-bancs à Brobo. Les candidats sont assis 2 à 2. Nous avons besoin quand même d'infrastructures. La crise qui est survenue n'a pas permis à l'État vraiment d'intervenir, mais quand même qu'il y ait de bonnes volontés aussi pour pouvoir aider
l'État à résoudre ce problème. Les épreuves se sont déroulées et aucun incident n'a été signalé dans les centres d'examen de Bouaké. On s'intéresse maintenant aux activités du président de la République, le chef de l'État, qui a reçu hier lundi le représentant spécial du ministre français des Affaires étrangères pour le Sahel. Les derniers développements de la crise malienne étaient au centre de cette audience. Awa Touré, compte rendu. Le représentant spécial du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Félix Pagamon, est venu recueillir le point de vue du président de la République, Alassane Ouattara, sur les résultats du dernier sommet de la CEDEAO concernant le Mali et le Sahel. La décision de principe de la France étant d'apporter son soutien et son concours aux organisations régionales en général et à l'action de la CEDEAO en particulier. Je suis venu à la fois témoigner de ce soutien et recueillir les vues du président Ouattara sur la suite à donner. Ce qui se dégage de l'analyse de la Côte d'Ivoire est le sentiment de l'urgence, et c'est un sentiment que nous partageons. La transition politique à Bamako n'avance pas, que les choses ne progresse pas, et donc il faut examiner le moyen d'accélérer le rythme. Donc le président m'a annoncé la prochaine réunion d'une réunion restreinte les 7 et 8 juillet prochains à Ouagadougou pour examiner avec les Maliens, pour essayer d'accélérer le processus de transition. L'émissaire français a par la suite plaidé pour l'élargissement à la base du mécanisme de transition et la mise en œuvre d'un programme politique qui va permettre à la transition d'aboutir et le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Le président de la République a accordé des audiences ce mardi au palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu successivement l'ambassadeur des États-Unis, le président de la commission de l'UEMOA, le président de la Banque ouest-africaine des développements et le gouverneur de la BCEAO. Compte rendu, Jérôme Kofi Abolin. Le gouverneur de la BCEAO, Thiemoko Méliette Koné, le président de la BOAD, Christian Adoveland, et le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, ont été reçus ensemble par le président de la République, Alassane Ouattara. Actualité oblige, toutes les trois personnalités étant présentes à Abidjan à l'occasion de la table ronde sur le financement de la deuxième phase du programme économique régional de l'UEMOA prévu les 2 et 3 juillet 2012. Et c'est dans le cadre de cette rencontre qu'elles ont été reçues par le chef de l'État. Monsieur le Président de la République a été chargé de réfléchir sur le financement de l'économie de notre sous-région. Et nous venons ici pour présenter notre programme économique régional à la communauté des bailleurs. C'est pourquoi nous avions tenu à faire cette conférence ici, sous la dictée de Monsieur le Président de la République. Et il a tenu personnellement à venir ouvrir la conférence que nous avions avec la communauté des bailleurs. C'est pourquoi nous avons écouté tous les bailleurs qui étaient présents et nous avons pu obtenir des intentions de financement. Et nous étions venus lui rendre compte de cela, lui manifester également toute notre solidarité à l'endroit du peuple ivoirien qui nous a reçus. Bien avant cette audience, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il a été question des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui, au dire du diplomate américain, restent excellentes et intactes. Je voudrais dire que les relations entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, c'est excellent. Le dialogue entre moi et le président et tout le cabinet, c'est excellent. Je voudrais dire que le regard entre les deux présidents, Obama et le président Ouattara, c'est excellent. Nous avons beaucoup de contacts et aussi nous demandons le conseil du président Ouattara et son gouvernement, particulièrement avec les questions de la sous-région. Et nous avons parlé de choses d'intérêt mutuel, par exemple les questions de le succès de Côte d'Ivoire pour commencer de mettre en place un programme pour adresser les questions du travail des enfants, la traite. Nous avons parlé aussi des questions de réforme du secteur de sécurité et qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le gouvernement dans ce domaine. Nous avons parlé aussi des questions du processus démocratique ici, les questions des droits de l'homme et aussi un petit tour d'horizon de notre programme d'assistance et qu'est-ce que nous pouvons faire pour approfondir cette relation
c'est une relation amicale entre deux gouvernements qui partagent la même perspective avec cette sous-région. Si l'on en croit l'ambassadeur américain, l'histoire fait que la Côte d'Ivoire et les États-Unis auront toujours des relations très solides. Voilà, je rappelle que le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, est notre invité. Bonsoir, Président. Bonsoir. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec lui dans quelques instants. Mais avant, sachez que la table ronde des bailleurs de fonds de l'UEMOA s'est ouverte hier et a pris fin aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Il s'agit de la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement de la deuxième phase du programme économique régional PER. Et c'est le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahoussou Kouadio-Diano, qui a clos les travaux. Compte rendu Ali Djarasouba. La table ronde des bailleurs de fonds sur le financement de la deuxième phase du programme économique régional 2012-2016 vient de prendre fin. Au soir des travaux qui ont duré 48 heures, les partenaires au développement ont unanimement souligné l'importance du programme économique régional comme instrument régional pour fédérer les énergies en vue de relever les défis du développement dans l'espace UEMOA. Ils ont en particulier relevé la nécessité de classer les secteurs par priorité dans un contexte de rareté de ressources financières. Les partenaires ont également insisté sur l'importance de renforcer la capacité d'absorption des ressources afin d'atteindre les objectifs du programme en 2016. À cet égard, ils ont noté avec satisfaction les acquis enregistrés par les États membres et les institutions communautaires dans la mise en œuvre des budgets programmes et dans la pratique de la gestion axée sur les résultats. Avant de clore cette table ronde, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahoussou Kouadio-Diano, a remercié la commission de l'UEMOA pour avoir choisi le pays pour abriter cette table ronde. Le chef du gouvernement ivoirien a aussi rappelé l'importance du programme économique régional. Le renforcement de la solidarité est d'autant plus nécessaire que nos États sont exposés aux crises énergétiques, alimentaires et financières internationales et ne peuvent faire face individuellement à des chocs de grande ampleur. C'est en cela que le programme économique régional trouve toute son importance. En effet, il s'agit d'un instrument essentiel qui participe à la réalisation de l'ambition de notre Union en fédérant les énergies nationales dans le sens de la consolidation de la croissance économique et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Après avoir rappelé leur adhésion à cette deuxième phase et leur volonté de participer activement aux rencontres périodiques d'information sur l'état d'avancement du programme économique régional, les partenaires techniques et financiers ont renouvelé leur disponibilité à contribuer substantiellement à son financement. Le montant total des contributions financières qui ont été annoncées à ce stade du dialogue par le partenaire s'élève à environ 2035 milliards de francs CFA, soit 46% du montant à rechercher. Les besoins non couverts représentent 2378 milliards de francs CFA. Président, première question. 4400 milliards attendus, 2035 milliards obtenus. Est-ce qu'on peut parler de succès? Je vous remercie d'abord de m'avoir permis de m'exprimer sur le programme économique régional que nous venons de présenter à la communauté des bailleurs. Je voudrais tout d'abord remercier le peuple ivoirien qui nous a si bien reçus, mais également remercier le président Alassane Ouattara qui n'a ménagé aucun effort pour que ce sommet soit un succès. Il a commencé depuis longtemps. Je suis venu ici à plusieurs reprises. Il m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a encouragé à aller de l'avant pour la présentation de ce projet. Pourquoi nous l'avons présenté aujourd'hui à Abidjan? Nous l'avons présenté à Abidjan parce que, rappelez-vous que notre union, à l'origine, la réflexion avait commencé vers les années 88. Et en 88, le chef de l'État aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, était gouverneur de la Banque centrale. Et à ce titre, l'idée avait été lancée par lui-même avec un chef d'État qui était le mien. Et c'est là d'où est partie cette idée. Et ensuite, ça c'était pour l'histoire. Et ensuite,
les chefs d'État, ses pairs, lui ont confié la charge de réfléchir sur le financement de notre union. Il était de notre devoir alors de venir tenir cette réunion ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ce sommet a été vraiment, si je puis m'exprimer ainsi, un succès. Un succès pour la seule et simple raison que la communauté des bailleurs a manifesté tout son soutien. 2038 milliards comparés aux besoins, on peut penser que nous n'avons pas été à la hauteur. Mais rappelez-vous, le PER 1, déjà à l'exécution, nous étions à 2438 milliards à l'exécution. Aujourd'hui, les seules intentions fermes d'investissement, d'accompagnement déclinées par les bailleurs se montent à 2035 milliards. Et d'autres bailleurs, non des moindres, ont manifesté leur soutien pour accompagner ce projet. Et donc dans les prochains jours, certainement, nous allons négocier avec ces partenaires pour les voir nous aider et nous accompagner. Et je pense que nous pourrons faire plus que ce que nous avons fait aujourd'hui. Bon, déjà pour le PER 1, vous avez eu à peu près 2000 milliards et ces 2000 milliards n'ont pas été absorbés. Ça c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs c'est l'une des critiques que nous ont renvoyées d'ailleurs nos partenaires. Et ça c'est vrai, je pense que avec le PER 2 nous avons voulu éviter les écueils que nous avons eus avec l'exécution du PER 1. Avec le PER 1, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions pris beaucoup de projets qui n'étaient pas mûrs. Et quand vous prenez des projets qui ne sont pas mûrs, certainement si vous avez également le financement, vous devez accomplir les conditionnalités pour que ces crédits puissent être absorbés. Ce qui a rendu difficile l'exécution du PER 1. C'est pourquoi, cette fois-ci, dans la programmation que nous avons faite du PER 2, nous avons tenu exclusivement, dans le choix des projets et programmes contenus dans ce PER, à faire de l'axe de la maturité un des critères de choix importants. Donc plus le projet était mature, plus il avait des chances de figurer dans le PER 2. Et ça, c'est un écueil très important que nous avons essayé dans la projection du PER 2 d'essayer de changer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques des bailleurs de fonds concernant le mécanisme de suivi, les instruments d'évaluation et de suivi des projets. Bon, vous venez d'apporter une réponse, mais vous allez aller plus loin. Absolument. Nous allons aller plus loin parce que nous avons les problèmes de procédure à l'interne. Nous avons le suivi-évaluation. Nous avons également, à l'intérieur même de la commission, fait en sorte que les budgets programmes, les budgets par objectif, puissent être atteints. Nous allons poster donc pour chaque exécutant, pour chacune de nos services, des critères et des objectifs à atteindre. Et ces objectifs seront quantifiés et évalués au fur et à mesure. Nous avons aussi, avec nos partenaires, décidé de mettre en place un comité qui se réunira tous les trimestres pour évaluer avec nos partenaires la marche et l'exécution de notre programme. J'ai dit également à nos partenaires que dans ce cas, il s'agira de voir quelles sont les difficultés que nous avons, mais également quelles sont les procédures des bailleurs qui des fois aussi posent problème. Ce seront des critiques objectives entre nous et nous essaierons d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, notre union est sur la bonne trajectoire. Je le dis parce que nous avons un moteur important qui a été bloqué, c'est la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que depuis 1 an, la Côte d'Ivoire a fait des avancées extraordinaires. La Côte d'Ivoire est venue de très loin. Et en 1 année, un pays qui est sorti de ses difficultés et qui envisage de faire un taux de croissance de 8% en 2012, cela signifie que des efforts importants ont été faits. Et s'y ajoute que la communauté des bailleurs, notre moteur, qui est la Côte d'Ivoire, la communauté des bailleurs a décidé de soutenir la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le 26 juin dernier, et là aussi je voulais féliciter M. le Président de la République, le Président Alassane Ouattara et son ministre des Finances, notre collègue Gibi, qui a fait un travail extraordinaire. Donc la communauté des bailleurs a décidé à ce que la Côte d'Ivoire atteigne le point d'achèvement.
l'atteinte du point d'achèvement a été un événement heureux pour la Côte d'Ivoire, certes, mais pour nous qui sommes aussi dans cette union. Et également, les atténuations de dettes qui s'en ont suivi donneront une bouffée d'oxygène à la Côte d'Ivoire. Et l'effet d'entraînement de l'économie ivoirienne sur l'ensemble de nos 8 États est indéniable. C'est pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui. Je voudrais profiter de l'occasion également pour féliciter aussi bien le président de la République que le ministre Dibi sur ces questions. Oui, est-ce que l'UEMOA pourra compter un jour sur ses ressources propres, Président? Oui, compter sur nos ressources propres. Nous sommes en train d'y travailler. Vous savez, il ne faut pas exclure toujours aussi de recevoir le soutien des partenaires. Mais nous allons beaucoup travailler sur ces questions. Je vous disais tout à l'heure que le président de la République, le président Ouattara, a été mandaté par ses pairs pour réfléchir sur le financement de l'économie de l'Union. Et nous avons fait un document qu'il a censuré lui-même, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas lui cacher certaines choses, on ne peut pas lui parler de certaines choses. Alors, donc, il a amendé le document et il nous a demandé maintenant de suivre l'exécution de ce document. Et c'est le gouverneur de la Banque centrale qui était chef de file. Donc, nous avons réfléchi sur toutes ces questions et nous sommes en train de travailler sur des mécanismes de financement de notre économie. D'ailleurs, sur le PER2, nous avons mis en place un mécanisme innovant. C'est le fonds fiduciaire, qui est un fonds qui permettra de gérer des bonifications, de servir des bonifications aux États. Également, les problèmes des études pourraient être dans ce cadre-là. Et donc ce fonds, c'est un fonds multibailleur qui sera abondé par des ressources propres, mais qui sera abondé également par la communauté des bailleurs, qui aura un effet levier sur l'ensemble des financements que nous recherchons. Donc voilà, grosso modo, les questions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Voilà. Que voulez-vous que les Ivoiriens retiennent aujourd'hui de cette rencontre, Président? Ce que je voulais vraiment que les Ivoiriens retiennent, c'est que nous sommes dans l'UEMOA. L'UEMOA, c'est 95 millions d'habitants. J'ai l'habitude de le dire. Et 95 millions d'habitants à l'échelle de l'Europe, c'est presque un pays. Alors, avons-nous l'intelligence? Avons-nous les ressources humaines? Nos jeunes, nos femmes, ont-ils l'intelligence de pouvoir développer un pays de 95 millions d'habitants? Tous les espoirs sont permis. Et le seul message que je voulais lancer, c'est que nous n'avons plus le droit de bloquer notre moteur et faisons tout pour que notre moteur marche très bien pour que l'effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie, sur les 95 millions de citoyens de notre Union, puisse renouer avec la prospérité et que nous puissions créer les richesses qui feront que nos jeunes et nos femmes pourront valablement s'épanouir dans cet espace. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Je recevais le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Adibou Soumaoré, qui est en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds de l'UEMOA. Merci beaucoup, Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a été reçu en audience officielle hier lundi 2 juillet à 15 h à l'hôtel de l'AC par M. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale française, 6 jours après son élection au perchoir. Les entretiens entre les deux hommes ont porté sur le renforcement et le développement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Cette visite au président de l'Assemblée nationale française s'inscrit dans le cadre de l'offensive de la diplomatie parlementaire, une offensive qui a conduit Guillaume Soro à Singapour, où il a été reçu le 27 juin dernier par son collègue Michael Palmer. Les députés ivoiriens ont participé à une séance plénière ce mardi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au Plateau. À l'ordre du jour de cette séance, l'adoption du calendrier de travail de l'Assemblée nationale pour la période allant du 3 au 25 juillet 2012. Compte rendu Victorien Angwa. 227 députés sur 250 ont adopté mardi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères le seul point à l'ordre du jour, le calendrier de travail de l'Assemblée nationale pour la période du 3 au 25 juillet 2012. 6 grands points ont été débattus, entre autres l'étude des lois de règlement des années 2004 à 2010 par les commissions.
La déclaration de politique générale du Premier ministre, l'exposé du ministre de l'économie et des finances sur l'initiative PPTE, bref, autant de sujets à soumettre aux parlementaires pour étude et approbation lors de cette première session ordinaire de l'an 2012. Les différents points ont été vus et revus avec à la clé des propositions d'autres sujets du moment jugés brûlants. Mais la période du 3 au 25 juillet est relativement court. Le délai est tel qu'on ne peut pas inscrire tous les points à l'ordre du jour. Nous sommes là pour un mandat de 5 ans. Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent effectivement, mais qui nécessitent des solutions et qu'on doit quand même avoir une certaine patience dans le travail qu'on doit faire. Nous allons d'abord écouter le Premier ministre qui va venir nous parler de la politique générale du gouvernement. Je suppose qu'il va survoler toutes les questions, surtout les questions de l'heure, la cherté de la vie, la sécurité ou bien l'insécurité, la rentrée scolaire, la réouverture de l'université. Et puis, on peut aussi convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Donc, s'il y a donc urgence, nous sommes disposés à travailler. Les parlementaires sont impatients de retrouver l'hémicycle pour débattre des problèmes de fond. La période ouverte au Premier ministre et à ses commissaires va marquer le démarrage effectif des activités pratiques des députés. Le calendrier ne nous permet pas d'ajouter de nouveaux points. Mais lors de la prochaine session, tout ce qu'ils ont demandé sera mis à l'ordre du jour. Les députés s'attendent au meilleur. Nous venons d'avoir le point d'achèvement PPTE et on va nous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, nous attendons avec impatience le Premier ministre. A rappelé le décès du député de Koumassi, Dialoma, le 29 juin à Tunis. En prélude à la cérémonie de lancement officiel de l'opération de recensement des ex-combattants, prévue le 5 juillet prochain à Bouaké, le ministre en charge de la Défense a rencontré ce mardi les acteurs impliqués dans la conduite de ce projet. L'on retiendra de cette séance de travail que tout est fin prêt pour le démarrage effectif de l'opération. Abou Sanogo pour les détails. Pour le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, cette opération de recensement tient de ce qu'à ce jour, le gouvernement ivoirien ne dispose d'aucune base de données fiable sur l'effectif réel des ex-combattants. C'est donc selon lui, parce que cette question préoccupe le président de la République, que le chef suprême des armées a donné des instructions pour que, une fois pour toutes, l'on ait une idée précise de l'effectif de ces hommes et femmes dans la perspective de leur prise en charge et leur insertion dans le tissu social. Il était donc important, selon Paul Kofi Kofi, qu'un point soit fait sur les préparatifs avant le lancement officiel de cette importante opération le 5 juillet prochain à Bouaké. Ba Ibrahima, directeur général de l'Institut national de la statistique, INS, chargé de l'exécution du projet, a pour sa part indiqué que les équipes sont déjà constituées et que cette opération sera conduite sur le terrain par des agents professionnels. Au total donc, tout est prêt pour le démarrage effectif de l'opération qui est prévue pour prendre fin dans 1 mois. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Voilà, vous lancez dans les prochains jours une opération d'identification des ex-combattants. Une nouvelle identification, pourquoi faire, monsieur le ministre? On pensait que c'était déjà fait, que c'était réglé. Je voulais donc donner des précisions, n'est-ce pas, madame? Et donc, je voudrais indiquer que le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, a demandé à ce que nous puissions, pour une fois, de façon définitive, donner le chiffre exact de ces jeunes qui ont été démobilisés, ce qu'on appelle souvent les ex-combattants, qui ont eu le maniement des armes. Et ils sont nombreux, puisque vous avez, à la faveur de la crise de 2002, tous ces jeunes qui ont participé à la situation et qui ont été, pour certains, démobilisés. Et pour d'autres, n'ont pas pu l'être à cause des élections qui sont arrivées donc en octobre et novembre 2010. Et ceux-là constituent des effectifs importants. Et vous avez aussi la crise post-électorale qui est venue, je dirais, rajouter sur ces effectifs d'autres jeunes qui ont servi dans les forces et auprès des forces républicaines de Côte d'Ivoire et qu'on appelle souvent les jeunes associés volontaires. Et puis vous avez une dernière catégorie
qui sont des anciens miliciens, qui, certains ont déposé les armes et qui ont envie donc d'intégrer la vie active. Donc en fait, le recensement a pour but de vraiment dire une bonne fois, une dernière bonne fois, quels sont ces jeunes qui sont, et je dirais, intéressés par ce public, notamment ces jeunes qui ont servi soit dans les armées, soit comme miliciens, ou alors qui ont eu simplement le maniement des armes. Et cela est important pour que nous puissions réactiver et redynamiser le programme de réinsertion. Comment cela va se faire concrètement? Vous Voilà, allez croiser des fichiers du PNRC, d'autres structures, ou bien vous allez tout reprendre à zéro? Voilà, nous n'allons pas reprendre à zéro, mais ce qui est important pour nous en tant que ministère de la Défense, je précise bien, c'est que pour nous, dès lors que les jeunes portent des armes, cela constitue un élément d'insécurité. Donc les jeunes vont venir se présenter avec des pièces justificatives, leur identifiant. Ça peut être des actes de naissance, ça peut être des cartes nationales d'identité, etc. En tout cas, tout élément qui permet de les identifier. Et ensuite, parmi eux, certains ont été profilés par le PNRC. Donc, ils viennent avec les cartes de profilés, des cartes de démobilisés ou des récépissés qui justifient qu'ils ont été effectivement, n'est-ce pas, profilés. Et puis, vous avez une autre catégorie qui sont des anciens miliciens, qui ceux-là, bon, ils se reconnaissent. Et là, je voudrais préciser que rien ne leur sera fait parce que certains ont peut-être peur de venir se faire identifier, se faire recenser. Mais l'objectif de l'opération n'est pas du tout à caractère de police. C'est simplement pour connaître les effectifs afin que nous puissions redynamiser ces opérations-là. Et ensuite, nous allons les interroger de savoir de quelle catégorie il s'agit, s'ils ont été profilés, s'ils ont été démobilisés, s'ils ont servi à titre individuel comme miliciens, etc. etc. L'essentiel, c'est qu'ils aient eu le maniement des armes. Cela est très important. Et ensuite, il faut aussi noter que, comme je l'ai dit tantôt, certains sont aujourd'hui, ou pour ne pas dire ont servi auprès des forces du Burkina et Côte d'Ivoire et qui portent des armes. Il est important que nous sachions leurs effectifs. Donc voilà l'objectif de l'opération qui nous permettra dans un mois. L'opération est lancée donc à partir de Boaké dès le 5 au 3e bataillon. Donc ceux qui sont de Boaké devraient pouvoir se rendre à cet endroit et nous faisons le recensement au niveau de 56 sites d'alimentation parce que ces jeunes sont nourris régulièrement et nous avons 56 sites sur l'ensemble du territoire. On les invite à venir à ces sites avec ces papiers et deux photos d'identité. Et ensuite, nous disons qu'on les fait sur ces sites parce que ces sites sont sécurisés, ils les connaissent, donc cela ne devrait pas poser de problème pour eux, pour leur déplacement, puisqu'ils ont l'habitude d'y aller pour se nourrir. Et cela permet aussi de sécuriser ces sites parce que dans ce genre d'opération, il faut éviter que des personnes viennent perturber l'opération. Donc nous allons commencer par Boaké et ensuite nous allons nous déployer sur l'ensemble du territoire puisque Boaké est le centre par excellence, mais aussi le lieu où il y a le maximum de ces jeunes démobilisés qui malheureusement n'ont pas d'activité aujourd'hui et pour lesquels l'État de Côte d'Ivoire doit leur trouver une issue heureuse, une issue normale de réinsertion, de réintégration dans la vie économique et sociale. Une question qui se pose souvent, où en sommes-nous avec l'encasernement, monsieur le ministre? Mais justement, c'est pour ça que nous avons besoin de faire toutes ces opérations, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez des jeunes qui se sont familiarisés des armes, mais aussi d'autres qui ont servi auprès des forces républicaines de Côte d'Ivoire et qui, s'ils ne prennent garde, peuvent se confondre avec des militaires, des vrais militaires, mais vous avez aussi d'autres qui arborent des tenues, qui sont des fausses tenues et qui se font passer pour des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc il est important que nous sachions cela pour voir quelles sont les capacités d'accueil au niveau des casernes pour pouvoir les récupérer et pour pouvoir les encaserner. Mais en ce moment, l'encasernement concerne les vrais militaires, c'est-à-dire ceux qui ont été effectivement immatriculés. Les autres feront l'objet de regroupements pour pouvoir les désarmer, il faut le dire, puisqu'en tant que ministre de la Défense, notre objectif premier, ce sera non seulement les désarmer, mais naturellement, nous allons veiller à ce qu'ils soient intégrés, réinsérés dans la vie active.
Oui, justement, après l'identification, vous venez de le dire, doit suivre la réinsertion. Est-ce que vous pouvez rassurer les ex-combattants qu'ils seront tous réinsérés? Parce que selon... Oui, ils le seront. Ouais, ils le seront, non, alors, parce que ce sont les moyens financiers qui ont manqué. Ils le seront. Les moyens financiers manquent, mais ils le seront. C'est pourquoi nous sommes en train de le faire. Mais je voulais attirer l'attention sur le fait que après ces opérations, nous avons fait un examen médical pour eux tous. C'est important parce que ceux qui doivent aller dans l'armée doivent avoir des aptitudes. Ça, c'est très important. Donc, on tient aussi à le dire. C'est-à-dire que tout le monde n'ira pas dans l'armée. Il y a des activités. Par exemple, nous sommes en pourparlers avec les eaux et forêts. Pour que les eaux et forêts puissent en récupérer un certain nombre, nous sommes en pourparlers avec le ministère de la Justice pour que, vous savez, il y a eu des évasions au niveau des prisons, pour que le ministère de la Justice puisse en prendre certains plus tard, naturellement, qui viendront après une formation, après une intégration dans le corps des gardes pénitentiaires. Nous avons aussi la douane qui peut nous offrir aussi des possibilités. Donc, on va envisager, pourquoi pas, des emplois réservés, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Oui, monsieur le ministre, on parlait de moyens financiers. Ah, les moyens financiers. C'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la guerre, mais je pense que c'est pour ça que nous avons besoin de connaître les effectifs. Je peux vous donner un exemple. Si on nous dit que nous avons 10 000 jeunes et qu'ils sont 20 000, ou alors qu'on nous dit qu'ils sont 20 000 et qu'en réalité ils sont 10 000, vous voyez bien que le rapport change complètement. Donc c'est pour cela que la connaissance des effectifs est absolument importante pour monter des projets qui sont finançables. Mais et quel sera le rôle des structures qui existent déjà? C'est une autre question, parce que cela relève donc le président de la République a demandé à ce qu'on y mette de l'ordre, et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Et à la fin de ce mois, nous sommes censés avoir achevé les travaux de réflexion, et le président de la République décidera de la structure qui sera chargée, n'est-ce pas, de conduire. En ce moment, je précise bien, il s'agit du processus de DDR. Oui. C'est un processus particulier et qui mérite, avant de le lancer, de connaître exactement les effectifs. C'est pourquoi nous faisons cela. Donc vous serez jeudi à Boaké. Un message aux ex-combattants de la région? Alors, on les invite à ne pas avoir peur de venir se faire enrôler, se faire recenser. Certains diront qu'ils l'ont été par le passé, mais nous avons besoin de connaître aujourd'hui à nouveau les chiffres d'aujourd'hui. Je dis bien les chiffres d'aujourd'hui, parce que certains ont pu probablement se faire insérer ou réinsérer dans les activités. D'autres ont pu intégrer les forces militaires. Et donc, il est donc important que nous faisions la mise à jour, n'est-ce pas, du fichier qui existe aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est une opération importante. Et nous pensons que pour pouvoir bénéficier des opérations à venir, il faut bien que vous puissiez être identifié comme ayant été un jeune ayant manié les armes. Et cela est très important. Et enfin, dire que nous les invitons à beaucoup de discipline, parce que nous souhaitons que ces hommes qui portent des armes encore ne constituent pas un facteur d'insécurité pour la population. Et cela est très important, et qu'ils aient donc les bonnes pratiques, les bonnes attitudes, afin que les forces armées puissent les considérer naturellement comme des éléments, je dirais, coopératifs. Cela est très important pour la lutte contre l'insécurité. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre. Je recevais le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Pour terminer, chose promise, chose faite, le commissaire a remis la voiture de Miss Côte d'Ivoire 2012, Hélène Djouka Valérie. Les deux dauphines de ce concours de beauté ont participé à cette cérémonie, ainsi que les candidates malheureuses. Honorine Agningori. C'est effectif. Miss Côte d'Ivoire 2012, Hélène Valérie Djouka a reçu la voiture promise par le commissaire. Promesse faite lors de son élection le 2 juin 2012. Le coût de cette voiture, 13 millions de francs CFA. Cette dauphine, la première, Ouattara Marie-Joseph, a reçu la somme de 200 000 francs CFA. Et Niamien Annick, 100 000 francs CFA. Comblée de joie, Miss Côte d'Ivoire 2012 promet d'utiliser ce cadeau à bon escient. Je suis très heureuse d'avoir reçu la voiture. Je remercie le commissaire pour ce magnifique cadeau et j'en ferai bon usage. Les candidates malheureuses venues soutenir le trio gagnant
ont reçu chacune une enveloppe de 75 000 francs CFA. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur RTI 1 et à demain 20h.